Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui à ce webinaire sur les technologies de l'information et leur nature à haute vélocité. Mon nom est Kaïs. Alors, quel est l'agenda pour ce webinaire qui durera à peu près une demi-heure? Je voudrais d'abord vous parler un petit peu de la nature même de haute vélocité qui est une propriété de l'entreprise numérique. Peut-être partager avec vous quelques définitions, puisque je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes certifiés ITIL 4 fondations, donc vous savez que ITIL aime de définir les choses avant de les utiliser. Nous regarderons ensuite d'un peu plus près le cycle de vie des produits numériques et plus particulièrement le point de vue du fournisseur de services et du consommateur de services, points de vue qui sont quand même un petit peu différents. Nous jetterons un œil sur les 5 objectifs de l'informatique à haute vélocité et enfin, nous passerons en revue objectif par objectif les pratiques ITIL et nous regardons quelles sont les pratiques qui contribuent de manière la plus importante à chacun des objectifs de l'informatique à haute vélocité. Voilà. Alors, premier chapitre, si j'ose dire, l'entreprise numérique est-elle une entreprise qui, par nature, est une entreprise à haute vélocité? Eh bien, on va voir qu'en fait, oui, quelque part, oui, l'entreprise numérique est une entreprise qui est par nature une entreprise à haute vélocité, mais on va voir aussi que le fait d'être à haute vélocité n'est pas quelque chose de binaire, n'est pas quelque chose qui est 0, 1 ou noir ou blanc. Commençons d'abord par définir clairement ce qu'est une organisation numérique. Alors, on parle d'organisation numérique. Alors, le mot organisation est utilisé ici dans le sens ITIL du terme. Hein, on est bien d'accord, un groupe de gens, etc., etc. Vous connaissez tout cela. Donc, on parle d'organisation numérique quand on a en face de nous une organisation qui est capable, grâce à la technologie numérique, de faire des choses qu'elle ne serait pas capable de faire sans elle. Alors, évidemment, selon votre secteur d'activité, selon que vous êtes dans l'industrie, selon que vous faites de l'alimentaire, selon que vous faites des services, mais évidemment, le terme organisation numérique va avoir des significations qui vont être quand même fort différentes. Très souvent, le fait de savoir si oui ou non on est une organisation numérique se verra dans l'expérience de nos clients, dans la nature de nos produits, dans l'étendue de nos produits, dans notre business model, etc. Hein, donc, il faudra voir plusieurs aspects de notre organisation pour voir si nous, oui ou non, nous sommes une organisation numérique. Alors, évidemment, on n'est pas une organisation numérique ou pas. Il y a des organisations qui sont un petit peu numériques, des organisations qui sont très numériques et des organisations qui sont très très numériques, n'est-ce pas? Et chacun doit mettre le curseur au bon endroit. Alors un petit exemple, un très bel exemple d'organisation numérique, c'est Uber. Uber que nous utilisons peut-être ou pas, mais que nous connaissons tous en tout cas. C'est cette compagnie qui nous permet de commander un transport. Je n'utilise pas le mot taxi, n'est-ce pas? Je dis bien transport, à partir d'une application qui est sur notre smartphone et cette application qui nous permet aussi de nous inscrire, nous, comme étant fournisseurs de services pour aller transporter des gens. Eh bien, typiquement,
une organisation qui offre des services de taxi de manière traditionnelle ne sera pas capable de faire la même chose que ce que fait Uber. Et donc, Uber est capable de faire beaucoup de choses grâce aux technologies de l'information. Donc, Uber est clairement une organisation numérique. Alors, la deuxième chose que nous voudrions définir, c'est la haute vélocité informatique. Alors, en fait, il s'agit ici de l'application de la technologie oui, for commercial enablement, pour une habilitation commerciale importante, où le temps de mise en production, le temps entre les changements, etc., est d'une importance cruciale. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de haute vélocité informatique. Il est important de bien se rendre compte que quand on parle de vélocité, on parle de deux choses différentes dans le même mot. On parle d'une part de la vitesse et d'autre part de la direction. Et il faut avoir les deux. Donc en fait, pour être à haute vélocité, il faut non seulement agir vite, mais il faut également faire les bonnes choses. Do the right things. OK? Il est également important que la haute vélocité ne soit pas, ne s'applique pas qu'à un seul endroit. Typiquement, on parle de haute vélocité dans le cadre du développement. D'accord. Alors on peut appliquer agile, etc. Ça nous permet de faire des changements rapides, etc. C'est super, mais il faut aussi qu'on ait la haute vélocité au niveau de l'innovation, par exemple, au niveau de la manière dont on met les choses en production, au niveau opérationnel, et seulement quand on aura cet ensemble de choses à haute vélocité, on sera capable de réaliser, de co-créer de la valeur avec nos utilisateurs. Il faut également bien se rendre compte que la haute vélocité, c'est pas faire la course. Être à trop haute vélocité n'est pas nécessairement une bonne chose. En effet, il faut laisser à nos utilisateurs le temps de s'adapter à ce que nous apportons sur le marché. Et donc, si on est à trop haute vélocité, alors on peut être trop tôt sur le marché avec certaines choses, et alors, quelque part, on se brûle les ailes. Et donc, en fait, parfois, il faut un petit peu ralentir la vélocité. Alors, voilà. Donc le premier point, eh bien, je crois que je l'ai déjà mentionné, n'est-ce pas? La haute vélocité. On ne dit pas que quand on arrive à 50, on est à haute vélocité. C'est pas quelque chose qui se mesure comme ça. Hein. Donc l'important, c'est d'avoir le bon niveau de haute vélocité pour votre organisation, dans votre secteur d'activité. Hein. Et il n'est pas non plus nécessaire d'investir de l'énergie pour mettre toute notre organisation à haute vélocité. Hein. Il y a des choses qui sont en back-office et qui peuvent ne pas être à haute vélocité. Il faut aussi être bien conscient que la haute vélocité va automatiquement impliquer certains coûts et également certains risques. Hein. Et il faut faire attention que la haute vélocité ne vienne pas aux dépens de l'utilité et de la garantie de nos services. Hein. Nous avons tous connu ces situations où certaines entreprises essayent désespérément d'être les premiers sur le marché avec un produit et ce qu'ils nous proposent est en fait
de tellement mauvaise qualité qu'ils perdent le marché, n'est-ce pas? Donc, il faut bien mettre le curseur entre la haute vélocité et les coûts et les risques que nous prenons. Alors, on parle aussi, quand on parle de haute vélocité, de transformation numérique. Et donc, quand on parle de transformation, eh bien, en fait, il y a deux manières de transformer quelque chose, n'est-ce pas? euh, euh, D'une part, on peut faire les mêmes choses, mais les faire de manière différente, ça veut dire de manière plus efficace, donc peut-être moins cher, donc peut-être d'offrir les mêmes services, mais moins cher que nos concurrents, n'est-ce pas? Ou de faire des choses différentes, c'est-à-dire d'élargir les fonctionnalités de nos services, voire d'ouvrir de nouveaux services. Et donc ça, c'est le concept de transformation. Et donc on parle de transformation numérique quand les nouvelles choses que l'on va offrir, ou les mêmes choses que nous allons offrir, mais que nous allons réaliser de manière différente, sont rendues possibles grâce aux technologies de l'information. Alors on est dans un trajet de transformation numérique. Il faut aussi, bien entendu, redéfinir le travail pour aborder les choses de manière différente, puisque on va avoir des outils à notre disposition qui vont être quand même bien plus puissants. Alors, quand on parle de transformation informatique, alors on parle le plus souvent d'un gros changement dans la manière dont les services informatiques sont gérés, sont fournis, sont développés, n'est-ce pas? Et vous voyez ici sur le petit diagramme au bas de la dia comment on place d'une part la transformation informatique et d'autre part la transformation digitale. Et donc la transformation informatique, c'est vraiment la transformation de la manière dont les services informatiques sont fournis. Okay? Donc on peut voir là faire la même chose mais de manière différente. Ça veut dire, par exemple, on va offrir les mêmes services, mais par exemple, on va décentraliser, on va mettre certaines choses dans le cloud, ou des choses comme ça. Okay? Ou alors, offrir des choses différentes. Par exemple, pour nos gens qui sont sur les routes, on va leur offrir toute une série de services sur leur tablette. Hein? Et alors là, nous offrons des choses différentes. D'accord? Alors voilà, ça c'était quelques définitions. Alors maintenant, un petit mot sur le cycle de vie des produits numériques. Alors, peut-être ici un tout petit rappel sur ce qu'est un produit et ce qu'est un service. Alors encore une fois, hein, vous êtes tous ou pour la plupart certifiés ITIL 4 Foundation, donc vous savez qu'un service s'appuie en général sur une série de produits. Vous savez qu'un produit, c'est une configuration des ressources d'une organisation, et vous savez aussi qu'un produit est généralement quelque chose de complexe et que les utilisateurs n'en voient en général qu'une partie. On est bien d'accord que c'est de cela qu'on parle. Et on parle de produits et de services numériques quand les ressources sur lesquelles s'appuient les produits sont principalement, ou sont en tout cas de manière essentielle, ou ce sont les ressources clés, sont des ressources numériques. OK? Alors, quelques exemples, eh bien oui, des exemples, il y en a à l'appel. Hein. Je veux dire, tous les services en ligne, tout ce qui est covoiturage en ligne, Blablacar & Co, tout ce qui est commerce en ligne, merci Amazon. Je veux dire, les billets papier, ça n'existe pratiquement plus, n'est-ce pas, que ce soit pour un événement ou bien pour prendre l'avion ou pour prendre le train. Bref, tout ça, ce sont des services numériques
et donc qui s'appuie sur des produits de plus en plus numériques. Et donc, en fait, on en arrive à un point où notre expérience physique, et je parle ici du contact physique avec un billet, n'est-ce pas, un papier, ou je parle ici du contact avec une personne humaine, n'est-ce pas, par exemple, eh bien, c'est en train de devenir de plus en plus l'exception plutôt que la règle. Et en fait, nous faisons appel à l'expérience physique que quand la situation n'est plus gérable par les produits et les services numériques. Alors, un mot à propos du cycle de vie des produits digitaux. Eh bien, en fait, il faut savoir que il faut se rendre compte aussi que le fournisseur de services et le consommateur de services regardent le service chacun par leur lorgnette et donc ils ont des vues qui sont un petit peu différentes. Et donc, le consommateur, lui, il commence par balayer le marché. Et évidemment, quand on parle de services numériques, on fait appel à Google, n'est-ce pas? Et on a accès à un panel incroyable de services. Et d'un autre côté, le prestataire de service, lui, il commence par examiner d'éventuelles opportunités de marché pour voir s'il va gérer de nouveaux produits. Donc, au début du cycle de vie du service, leurs points de vue sont quand même fort différents. Et puis, à un moment donné, ils se découvrent l'un l'autre. Et alors, ils font ce que l'on appelle engage. Et on se souvient du service value chain, de la chaîne des valeurs de service et de ses activités. Et donc, le fournisseur de service et le consommateur essayent de se comprendre l'un l'autre, essayent de voir ce qu'ils peuvent signifier l'un pour l'autre. Et donc, on en arrive parfois à une transaction, hein, souvent, on espère. Et il faut alors savoir faire ce qu'il appelle les onboarding activities et les offboarding activities, c'est-à-dire les activités qui vont permettre aux consommateurs et aux utilisateurs de commencer à utiliser le service. Et puis, quand on arrive à la fin de la relation, il faut aussi mettre en place toute une série d'activités pour que les utilisateurs et les consommateurs puissent arrêter d'utiliser le service. Alors, l'objectif, l'informatique à haute vélocité a une série d'objectifs. Okay? En effet, les organisations digitales comptent de plus en plus et d'une manière de plus en plus importante sur les services digitaux qui leur sont fournis et qui comptent eux-mêmes de plus en plus sur les produits digitaux qui leur sont fournis. Et donc, ça place une demande de plus en plus forte sur ces produits et ces services. Et donc, ITIL a défini 5 objectifs qui permettent de faire cascader les objectifs et les buts de la stratégie vers des choses plus opérationnelles. Alors, on parle d'investissement de valeur. Alors, je voudrais insister ici sur le fait que de valeur est un qualificatif de investissement. En anglais, c'est valuable investment. Okay? Donc, ça, c'est important de bien le comprendre. Le deuxième objectif, c'est un développement rapide pour réaliser et livrer des services de manière rapide. Le troisième objectif, c'est que les opérations soient résilientes, c'est-à-dire que nos services et nos produits soient à même de résister à je vais dire,
un événement inattendu, brutal, que ce soit une épidémie d'un virus humain ou informatique, c'en est un exemple. Le quatrième objectif, c'est la co-création de valeur, n'est-ce pas? Alors, vous connaissez tous la signification du mot valeur et l'importance que ITIL 4 met dans la co-création. Et le cinquième objectif, c'est de s'assurer du respect des règles de bonne gouvernance. OK? Alors, il faut bien comprendre que potentiellement il y a un conflit entre ces 5 objectifs, n'est-ce pas? Donc, si on veut faire des investissements de valeur, c'est là qu'on va définir la valeur maximum qu'on pourra tirer des investissements que l'on va faire. Et puis, d'un autre côté, on a le développement rapide, on a la résilience des opérations. Ces objectifs vont peut-être parfois aller à l'encontre d'une réalisation maximale de la valeur. Et donc, il faut trouver un équilibre dans la réalisation de ces 5 objectifs. Okay? Alors, ah oui, le temps passe. Hein. Donc, je vais peut-être accélérer un petit peu, mais je vais maintenant passer en revue les 5 objectifs et je vais peut-être souligner les pratiques qui principalement contribuent à la réalisation de chacun de ces objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de réaliser des investissements qui soient des investissements de valeur. Alors, les 2 pratiques dont ITIL nous dit qu'elles sont les plus importantes dans le fait de réaliser des investissements de valeur sont d'une part la gestion de portefeuille et d'autre part la gestion des relations. Et ITIL nous dit désigner un product owner et désigner un service owner, donc désigner un propriétaire du produit et désigner un propriétaire du service. En effet, une des responsabilités de cette personne sera de maximiser la valeur que nos clients pourront co-créer avec le service, co-créer avec le produit. Et donc, c'est une pratique qui est très importante si on veut réaliser des investissements de valeur. Alors, évidemment, cette personne va s'appuyer sur la gestion des relations de manière à bien comprendre comment nos utilisateurs utilisent nos services, dans quelles circonstances, quelles sont leurs attentes pour le futur, quelles sont leurs attentes aujourd'hui. OK? Alors, oui, un petit rappel concernant la définition de la gestion des portefeuilles. Eh bien, la gestion de portefeuille, c'est de s'assurer qu'on a une bonne combinaison de programmes, de projets, de produits et de services pour exécuter la stratégie de l'organisation et ce, bien sûr, avec les ressources que nous avons à notre disposition. D'accord? Donc, c'est vraiment, c'est là qu'on fait le choix des investissements, le choix de ce qui va arriver dans les prochaines versions de services. Alors, ITIL nous dit aussi, quand on parle de gestion de portefeuille, on peut gérer un tas de portefeuilles. Hein. On peut gérer un portefeuille de produits, un portefeuille de services. On peut gérer un portefeuille de projets. On peut gérer un portefeuille de clients. Okay? J'ai même travaillé récemment avec une entreprise où il y a plusieurs portefeuilles de produits et plusieurs portefeuilles de services, puisqu'ils ont des portefeuilles de produits et des portefeuilles de services pour leurs clients et des portefeuilles de produits et des portefeuilles de services pour leurs partenaires. Okay? Donc, on peut avoir quand même un certain nombre de portefeuilles. Et il nous dit que
nous suggère une bonne manière de gérer les portefeuilles, et ITIL nous dit une bonne manière de gérer un portefeuille, c'est de décider laquelle des 3 stratégies d'investissement s'appliquerait le mieux à un produit. Les 3 stratégies d'investissement sont acheter, garder, vendre. Et donc, il nous dit, si on regarde par exemple un produit, eh bien, il faut décider, voilà, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, quelle stratégie d'investissement est-ce que j'appliquerai à ce produit? Alors, soit je vais appliquer la stratégie d'achat, et alors ça veut dire qu'on va investir de l'énergie et de l'argent pour améliorer et étendre le produit, soit je vais appliquer la stratégie de garder. Ça veut dire que je vais dépenser aussi peu d'argent et aussi peu d'énergie que possible pour garder le produit tel qu'il est. Soit je vais appliquer la stratégie vendre, et ça veut dire que je vais investir du temps et de l'argent dans la mise à la retraite du produit. Et donc, ça veut dire peut-être convertir mes clients vers un nouveau produit et des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est une suggestion de ITIL pour la gestion des portefeuilles. Alors, le deuxième objectif de High Velocity IT, c'est développer rapidement. Alors, quelles sont les pratiques qui sont particulièrement importantes pour supporter l'objectif de développement rapide? Eh bien, écoute, il dit, c'est la gestion de l'architecture, l'analyse commerciale, la gestion des déploiements, la validation du test et du service, et les développements et gestion de logiciels. Et vous remarquez que dans la liste, il y a plusieurs pratiques qui sont des pratiques techniques, n'est-ce pas? Alors, un mot concernant l'analyse commerciale. Alors en anglais, c'est business analysis. C'est encore différent de analyse commerciale, n'est-ce pas? Mais donc, le business analyst, c'est quelqu'un qui va identifier les besoins des utilisateurs, les besoins d'une organisation, les objectifs de nos clients, et qui va recommander des solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Alors, le fait que nous travaillons que nous ayons des objectifs à haute vélocité et que nous voulions des déploiements rapides, que nous travaillons de manière agile, a un impact terrible sur le travail du business analyst. Parce que, je vais dire, avant, si j'ose dire, eh bien, le business analyst, c'est quelqu'un qui faisait son travail une fois, qui rédigeait un document, et puis qui remettait ce document, le faisait valider par le client, et puis après ça, on passait aux techniques, etc., etc. Alors que maintenant, on est dans une situation où le business analyst va devoir intervenir de manière répétée, puisque on va déployer de manière rapide et déployer de manière répétitive, on va de manière continue s'inquiéter des besoins évolutifs du client, etc. Donc, il y a un gros changement dans le travail du business analyst. Alors, nous arrivons maintenant à l'objectif de résilience des opérations. Alors là, je dirais que c'est assez évident. Les pratiques sur lesquelles nous devons nous appuyer pour nous assurer que les opérations que nous proposons sont bien résilientes, c'est la gestion des disponibilités, la gestion des capacités et des performances, la surveillance et la gestion des événements, la gestion des problèmes, la gestion de la continuité de service et la gestion des infrastructures et des plateformes. Alors, il est intéressant de voir que ITIL nous propose de mettre en place, d'une part, la surveillance et la gestion des événements, c'est event management, et la gestion des problèmes. Et donc, avec ces
ces deux pratiques, et également en s'appuyant sur l'ingénierie du chaos, ITIL nous dit que nous avons là de très bonnes armes pour, de manière proactive, gérer ce qui pourrait arriver de négatif sur nos services et y apporter des solutions avant même que les utilisateurs ne soient impactés. Alors, pour co-créer de la valeur, ITIL nous dit les pratiques à mettre en place sont la gestion des relations, la conception des services et le soutien des services. Alors, soutien des services, c'est Service Desk, hein, et la conception des services, c'est Service Design. J'introduis un peu d'anglais parce que je trouve que c'est quand même parfois plus parlant. Et donc, c'est important ici de bien comprendre qu'on doit aller au-delà de la technologie et donc la bonne mise en place de ces pratiques et de l'activité, de s'appuyer sur l'activité engage de la chaîne des valeurs de service va nous permettre de capturer ce que nos utilisateurs pensent vraiment de nos services, de capturer leur expérience utilisateur, parce que peut-être que techniquement tout va bien, mais qu'en fait leur expérience utilisateur n'est pas top, qui voudrait plus de rapidité, de simplicité, des choses comme ça. Et c'est des choses que ces pratiques nous permettront de capter pour co-créer encore mieux de la valeur. Alors, nous arrivons au cinquième objectif de High Velocity IT et nous parlons d'assurer la conformité. Et donc, ITIL nous suggère, pour assurer la conformité et le respect de la bonne gouvernance, de mettre en place, bien sûr, la gestion de la sécurité de l'information et la gestion des risques. Alors, la gestion des risques, eh bien, le but de cette pratique, c'est de s'assurer que notre organisation comprend et gère ces risques. Et alors, évidemment, pour comprendre et gérer ces risques, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est de les identifier, d'en faire la liste, hein, où se situent nos risques. Et donc, pour nous aider dans ce travail, moi, je pense qu'une bonne manière de faire, c'est de s'appuyer sur les 4 dimensions. Hein. C'est Organization and People, Information and Technology, Partners and Suppliers, et Value Streams and Processes, et d'aller voir dans chaque dimension quels sont les risques que nous courons, identifions-les, et d'aller voir aussi les facteurs externes, n'est-ce pas, l'environnement social, l'environnement légal, l'environnement économique. Hein. Et dans tous ces endroits, on peut identifier des risques. Et si on les a identifiés, alors on peut les gérer. Il est intéressant aussi de se pencher sur la notion de capacité de risque, c'est-à-dire quel est le risque maximum que nous pouvons prendre, et la notion d'appétit du risque, c'est-à-dire dans la situation d'aujourd'hui, quel risque sommes-nous prêts à accepter? Et bien sûr, l'appétit du risque doit toujours être inférieur à la capacité de risque, sinon potentiellement nous nous dirigeons vers de gros problèmes.